Bienvenue dans ce podcast de paysage. Dans cet épisode, j'interviewe Thibault Larcher sur la photo argentique. C'est un très bon ami que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Il a organisé une rencontre à Grenoble de photographes et de modèles. C'était un défi de 5 minutes, comme Thibault l'appelle. Il y avait 8 photographes, 8 modèles, et chaque couple photographe-modèle avait 5 minutes pour faire des photos dans un endroit précis. Et depuis ce moment-là, on est toujours resté très en contact, à raconter des conneries. Beaucoup trop d'ailleurs. On est parti même en Bretagne ensemble en road trip pendant 10 jours. On a eu un ciel bleu, sans un nuage, pas une seule vague à l'océan. Un touriste aurait rêvé de ces conditions de rêve. Mais pour nous, photographes, c'était juste l'enfer. L'opposé exact de ce qu'on recherchait, des ambiances de folie. Mais c'était un calme plat. Bref, voici le premier épisode de ce podcast. J'espère que vous allez l'apprécier. Je commence par lui poser une question. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, la photo argentique ou la photo numérique ? Le matos argentique, là, en 2 ans, a pris une claque. Il y a des boîtiers, certains boîtiers qui ont pris une cote. On ne sait pas trop pourquoi, mais ont été multipliés par 2 ou 3. Après, je trouve le numérique, les boîtiers, au mieux, il te fait 10 ans. Donc, ça te coûte 200 € par an si tu prends un bon réflexe. Bon, les optiques sont censées durer un peu, mais si tu veux des matos qui tiennent la route, après, il te faut les disques durs, il te faut plusieurs batteries, plusieurs cartes, quand tu commences à voyager un peu. Et au final, je suis pas sûr que le numérique revienne bien moins cher que l'argentique. Et après, c'est toujours pareil, ça dépend des quantités que tu shootes et des pellicules, quoi. S'il y a des marques bien plus chères que d'autres, si tu fais de la couleur, ça coûte encore plus cher. Donc après, il y a le papier aussi en argentique. Et au final, un tirage argentique, je pense que ça me revient quasiment moins cher, comme je fais moi, que de commander un tirage numérique que je fais imprimer. Et puis c'est pareil, avant de maîtriser une impression numérique soi-même, je pense que c'est compliqué, quoi. En ayant vraiment une bonne imprimante et des calibrages et tout, je pense que t'en passes quelques feuilles avant d'avoir quelque chose de correct. Donc je sais pas s'il y a plus ou moins cher, je pense que ça dépend un peu des pratiques, mais voilà, Ouais, ça doit c'est une non-réponse. C'est une non-réponse, mais quand même avec un point de vue pour l'argentique, qui est quand même qui a des coûts inférieurs un peu sur tout le terme. C'est dire en argentique, il y a des boîtiers qui ont 40, 50 ans et qui tournent toujours, quoi. Ceux qui n'ont pas d'électronique, tu démontes, tu nettoies et tu remontes et ça repart. Est-ce que tu sais remonter et démonter un appareil photo ? Je sais les démonter. Je sais parfois les remonter et parfois ils remarchent. Non, il y en a des fois, j'ai fait des bons coups dans certains Emmaüs, par exemple, trouver des Nikon FM bloqués pour 5 balles. Alors que bon, ça se vend plutôt dans les 150. Mais c'est juste, il y avait besoin d'un tout petit peu de nettoyage dans la semelle, quoi. Après, il y a 2-3 trucs quand même que j'ai réussi à faire repartir, mais il y a de plus en plus de groupes et de ressources quand même pour ça. Des groupes Facebook, comme maintenant c'est Réparation Argentique, et un site en anglais, Learn Camera Repair, avec l'accent. Et il y a beaucoup de manuels et de conseils et tout ça. Et en passant, faut pas mettre de WD-40, parce que ça nique tout. C'était le pro tip gratuit. Comme d'habitude, pour le W40, il y avait quelqu'un, je voulais nettoyer les phares de la voiture parce qu'ils étaient dégueulasses, et quelqu'un conseillait le W40. Mais maintenant elle remarche, c'est bon. Le W40 pour les phares, et en fait ça marche, mais si tu veux vendre la voiture dans les 5 minutes, quoi, après ça fait un carnage. C'est pas trop fait pour ça, ouais. Bon, après ça nettoie beaucoup de choses, hein, mais à ce que tu veux. Mais ça laisse un film gras et pas bon.
Et Après, non, chez ce que j'ai toi, surtout, pardon, ouais. pour la réparation, Ah, ce que j'ai surtout réparé, c'est des optiques de chambre et quelques objectifs. Des fois, c'est plus simple que les boîtiers. Et sinon, les boîtiers, j'ai fait des réparations simples, mais jamais aller jusqu'au cœur, à changer les rideaux et tout ça, quoi. Il faut être quand même un petit peu outillé et patient et méticuleux et savoir ce qu'on fait. Mais il y a des choses basiques qu'on peut faire qui sont assez faciles. Et des trucs du style changer les mousses pour refaire une étanchéité, ça je pense que c'est à peu près à la portée de tout le monde. Voilà, il y a moyen de faire repartir des boîtiers quand même. Alors tout le monde qui est un minimum méticuleux et pas un gros ah, bourrin. Voilà. d'accord. Pourquoi tu me considères comme un gros bourrin? Non, pas trop. Ça dépend. Tu dis que tu fais les tirages argentiques par toi-même, donc je sais que tu as monté ton propre labo chez toi. Et quelles étaient les difficultés pour que tu montes le labo chez toi? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un labo chez soi d'ailleurs? Il faut un point d'eau, une pièce enfin qu'on puisse complètement occulter, sans lumière extérieure. On va dire 3 mètres carrés à peu près. Un plan de travail, il faut faire une partie sèche et une partie humide. Donc la partie sèche pour l'agrandisseur, le papier, regarder ses négatifs, les découper. Et la partie humide, pour tout ce qui est développement, donc autant de la pellicule que des cuvettes pour le tirage. Donc moi j'ai un plan de travail qui doit faire 3 mètres. J'ai sur la gauche l'agrandisseur, après mes cuvettes et tout au bout l'évier, avec des rangements en dessous. J'ai fait des clés de séchage, donc c'est des cadres avec une moustiquaire pour poser les tirages, les faire sécher tranquille. Et voilà, déjà on peut faire pas mal. Même il y en a qui font dans leur salle de bain, j'avais fait aussi. Et Si déjà qu'est-ce juste qui... développer ses négatifs, il suffit de pouvoir se mettre soit dans une pièce qu'on peut occulter. Donc, par exemple, des fois c'est les WC pour charger les plans films quand je peux pas aller au labo. Et sinon il y a des sacs de chargement. On peut mettre aussi la pellicule en spire. Et après, on peut faire ça dans sa salle de bain, dans sa cuisine, dans son salon, dans son jardin. Et après, l'agrandisseur, si on fait des petits tirages avec un 24-36, on a un petit agrandisseur et ça passe. Parce que moi, j'ai un agrandisseur qui prend jusqu'au 4x5, donc le grand format. Et 4 lui, par il est un 5, peu ça grand, correspond quoi. à quoi comme... 10 par 12,5 cm. Et ça, c'est le format Ok. du négatif. Donc ça fait déjà un Et gros négatif. Ah, d'accord. Et après, C'est du coup, tu peux c'est comme une tirer carte en plus postale, en gros. fait. Donc là, le Après, négatif, c'est ce que tu vas mettre après la lumière, et après, la lumière va projeter les négatifs sur le papier. alors dans un agrandisseur, il y a une ampoule qui fait de la lumière. En général, un dispositif qui concentre la lumière, un condenseur. Le négatif en dessous et un objectif d'agrandisseur qui projette le négatif sur le papier. Et entre tout ça, il y a un endroit où on peut mettre un filtre pour gérer le contraste. Et du coup, plus on a un grand négatif, moins on l'agrandit pour la même taille de tirage final. Donc moins on voit de grains, voilà. Meilleure est la résolution. Après, c'est pareil que du numérique. C'est... Et voilà, c'est le même principe. Et du coup, quand on a un négatif qui fait déjà 4 par 5 pouces, donc 10 par 12,5 cm, quand on fait un tirage de 30-40, on l'agrandit pas énormément, quoi. Et Beaucoup de détails. voilà, tout le piqué, tout. Enfin, c'est joli. Voilà. C'est joli, j'aime bien. Mais du coup, il faut un assez grand agrandisseur, quoi. Et puis, l'objectif est assez loin du papier et tout ça. Mais moi, j'avais un tout petit agrandisseur, justement celui que Jean-Luc m'avait offert, qui était le sien.
qui faisait du 24-36. Donc si tu fais des tirages de 20 par 30, grosso modo, 18-24 en général, c'est déjà pas mal pour commencer. L'agrandisseur, il doit faire 60 cm de haut, et puis le plateau 50 par 50. Et encore. Du coup, ça c'est assez facile à caser. Et après, t'as 3 petites cuvettes, et une pour le rinçage, et c'est bon. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le... Il y a moyen de se faire un petit labo tranquille. Il y en a qui prennent les lampes rouges de camping Décathlon, ou des frontales, ou des trucs de vélo. Un petit agrandisseur basique, 3 cuvettes, et c'est parti, quoi. Et après, c'est du confort, quoi, quand tu veux l'horloge de labo, des grandes cuvettes, des trucs de rinçage, de séchage, de machin. Après, c'est quand même beaucoup de produits chimiques, donc il faut quand même avoir pensé aussi à la ventilation. Oui, c'est un bon c'est un point. petit truc que j'ai découvert en testant à l'arrache, qu'il y a beaucoup de vapeur, et je reste pas très longtemps. Tu le sais que ça, il faut de la ventilation rapidement, quoi. Ouais, en général, ouais, ça te le rappelle bien. Et il faut faire gaffe aussi avec les révélateurs en poudre, parce que c'est très volatile. Soit on a des révélateurs en liquide, soit on a des révélateurs en poudre qu'il faut mélanger à de l'eau. Quand on verse la poudre dans l'entonnoir, dans la bouteille, ça aime bien s'envoler un peu partout. Donc c'est bien d'avoir un masque genre FFP2 ou 3, des masques de chantier par exemple. Des trucs comme ça, quoi, faire un peu gaffe. Oui. La sécurité first. Mais maintenant, oui. C'est facile à trouver les masques. Pour positif. Ouais. Voilà. Et tu as du coup une T-Box. Qu'est-ce que c'est que la T-Box? C'est un appareil magique qui attire les gens. Voilà. Tu as d'autres questions? Et qu'est-ce qu'il y a de... ça fait un peu pédophile, mais plutôt pervers. Tu veux un ballon? Tu veux un ballon? Venez. Est-ce qu'il flotte? Du coup, alors c'est pas du tout moi qui l'ai inventé, hein, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. D'ailleurs, il y a eu des bouquins dessus. En fait, moi j'avais vu un reportage, c'était sur les Afghan Box. Donc c'était en 2011 ou 12, je crois. On peut toujours le retrouver sur Internet. C'était des photographes afghans qui continuaient de faire les photos d'identité dans la rue. Et en fait, ils ont une boîte, en gros, les dimensions, c'est 30 par 30 par 50 cm. En fait, dedans, il y a une partie appareil photo à l'avant et une partie mini labo à l'arrière. Et donc, en fait, on prend en photo les gens dans la rue. En général, il faut qu'ils soient assis parce que Attends, juste une petite précision. Oui. Donc la T-Box ou l'Afghan Box, c'est la grosse boîte qui est sur des trépieds et que les gens passent le rideau en dessous. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Enfin, ils se mettent sous le voile pour viser, ouais. Comme ouais, une chambre. Pour mettre un peu une image dessus, parce que sinon... Ouais, donc je vais décrire plus. Ok. Donc sous la boîte, il y a un trépied. La boîte, du coup, c'est une espèce de gros pavé. Sur la face avant, on a alors quelque chose qui a un objectif. Donc moi, j'utilise personnellement un objectif de chambre parce qu'il y a un obturateur dessus. Il y en a qui utilisent un objectif d'agrandisseur, donc sur lequel on peut régler que le diaphragme et le temps d'ouverture se fait au bouchon. Et il y en a qui utilisent des folding, donc c'est des appareils en général, c'était des anciens 6-9 avec un soufflet. Ils ont enlevé l'arrière, enfin ils ont modifié.
Du coup, ça c'est pour la face avant. Sur le côté, on a un manchon qui nous permet de passer la main à l'intérieur et de manipuler tout ce qu'il y a dedans. Sur la face arrière, il y a une porte pour voir ce qu'on vise. Donc entre l'objectif et cette porte, il y a un verre dépoli. Donc c'est comme le papier calque, c'est-à-dire que c'est à une certaine distance de mise au point où l'image est parfaitement nette. C'est exactement comme le papier calque. Si on le met au-dessus d'un document, c'est flou. Plus on le rapproche, plus on commence à deviner l'image. Et quand le papier calque est parfaitement collé sur le document, on voit à travers et c'est bien transparent. Et du coup, là, pour la mise au point, c'est exactement pareil, quoi. C'est tout flou jusqu'à ce qu'on s'approche à la bonne distance. Et cette bonne distance, elle peut changer, du coup? Non, mais si on met la chaise toujours au même endroit et comme on change pas d'objectif et tout ça, c'est toujours à peu près la même. On adapte parce que les jambes sont ainsi un peu plus en avant, un peu plus en arrière. D'accord. Ouais, mais il faut que la personne soit assise ou debout à toujours le même endroit pour que la mise au point soit toujours au même endroit. Voilà, faut pas. Et c'est pour ça qu'en général on fait assis parce que en fait on vise forcément avec l'objectif ouvert. On a ça à personne, on fait ce réglage de mise au point. On ferme l'objectif et par le manchon, on va aller chercher un papier dans une boîte qu'on va mettre devant le dépoli et on va déclencher. Et pendant qu'on fait tout ça, il faut quand même 2-3 minutes. Donc une personne qui serait debout peut s'impatienter et puis avancer un peu, reculer un peu et ça serait flou. Au moins quand ils sont assis et bien calés, en général, on s'en sort pas mal. Et voilà. Et du coup, une fois que la photo est prise, donc on remet la main dans le manchon, on enlève le petit papier et on le met dans un bac de révélateur, puis un bac de fixateur. Et en général, on n'a pas la place de faire un bain d'arrêt. Donc les chimies s'épuisent plus vite, mais on n'en met pas beaucoup parce que c'est des tirages qui en général sont en 10 par 15, voire un peu moins. Et du coup, voilà, moi, je travaille avec un négatif puis un positif. Il y en a qui travaillent avec un papier positif direct. Mais moi, j'aime bien le négatif parce qu'au moins, le positif direct, on fait qu'une seule fois. C'est-à-dire que les gens s'assoient, on met le papier, on développe, on rince un coup et les gens partent avec le positif. Mais après, on n'a plus rien. Alors, soit on la prend en photo avec un boîtier numérique ou le portable, mais le photographe, lui, n'a plus de traces. Et moi, j'aime bien avoir quand même des négatifs et des traces de ce que j'ai fait. Et aussi, ça permet de montrer que c'est pas un procédé tout à fait instantané. Ça permet aux gens de se rendre compte qu'on peut faire de la photo autrement et plus lentement qu'avec les smartphones et compagnie. Et en général, ils aiment beaucoup le rendu, parce qu'ils se découvrent différemment et puis ils sont contents d'avoir pris le temps, d'avoir quelque chose d'unique qui était fait dans la rue un instant T et qui sera pas, c'est pas possible de refaire la même. Et même quand on reprend le négatif en photo. Comment? C'est une nouvelle expérience pour les gens. Ils découvrent aussi un nouveau fonctionnement. Tout à fait. Déjà, ils voient que l'argentique n'est pas mort pour 90%. Je pense que ça n'existait plus. Il y en a beaucoup dans les réflexions qui parlent de leurs grands-parents, que ça rappelle des photos anciennes. Alors, je sais pas si c'est pour le noir et blanc, si c'est comme c'est du grand format, il y a quand même une faible profondeur de champ et un bon piqué. Et des fois, il y avait des photos anciennes qui étaient prises à la chambre, qui avaient cette qualité qu'on retrouve plus quand on shoot au smartphone, par exemple. Et voilà, en général, ça plaît quand même pas mal. Et ils aiment bien aussi voir le passage du négatif au positif, découvrir l'image, parce qu'il y a quand même l'attente, il faut, entre le moment où on commence à leur parler et où ils voient le négatif, il y a quand même bien une dizaine de minutes, et puis encore 5 ou 6 pour le positif, quoi. Quand tout se passe bien, parce qu'on peut faire plein d'erreurs, perdre le papier dedans, parce qu'on voit pas ce qu'on fait. Il y en a qui mettent une petite vitre rouge pour regarder dedans, mais moi j'aime bien aussi comment faire tout à l'aveugle,
Et du coup, j'ai juste mis un œilleton pour vérifier pour vérifier le développement. J'ai un petit filtre rouge avec un bouchon et ça me permet pas de voir le fond de la boîte, mais à l'intérieur de la boîte, j'approche le papier développé vers mon filtre. Je vois s'il y a une image, si elle est floue ou si elle est bien développée et tout ça. Si c'est pas le cas, je recommence tout de suite. Ça me permet d'éviter d'avoir à attendre encore 2 minutes de fixateur. Et voilà. Parce que du coup, tu m'as shooté un portrait chez toi, où d'ailleurs je me t'ai fait bouffer par les moustiques, les petits moustiques tigres qui étaient là. Mais j'ai trouvé ça assez rapide. Pardon, c'est parce que le moustique tigre a les pattes noires et blanc. Ça allait avec. Le moustique tigre je l'ai pas. Non, mais c'est pas une. Voilà, le moustique tigre, il a les pattes rayées noir-blanc, noir-blanc. C'est un moustique noir et blanc. Ah, mais c'est pas pour moi. C'est pour ça qu'il voulait participer. Ah, si, c'est pour moi. Du coup, j'ai pas compris. C'était très sérieux. Pardon. Ok. Mais du coup, j'ai trouvé ça. Les gens, oh putain. Du coup, j'ai trouvé quand même assez rapide le procédé parce que je m'attendais à que le développement à l'intérieur ça soit vraiment long et au final, je me suis assis, t'as pris la photo et j'ai eu le temps de shooter quelques moustiques et hop, il y avait la photo directement. Ça fait waouh. Quand on maîtrise pas mal, qu'on est bien dedans, ça se fait assez vite parce que j'ai un révélateur rapide, donc en général 1 minute de révélateur, 1 minute de fixateur, et même je pourrais descendre à 30 secondes, je pense, mais par sécurité, je rajoute toujours un peu. Donc le temps des chimies, la manipulation, c'est 2-3 minutes. Le temps de chargement de papier, si ça se passe bien, c'est 1 minute, donc si tout est bien calé et tout ça, ouais, c'est vrai qu'en 5 minutes, tu vois quand même le résultat. Et puis pendant ce temps, tu peux parler aux gens, leur expliquer les trucs. Et des fois, ça se passe mal, et là, c'est beaucoup plus long. T'as des constructions artisanales, que t'as le papier qui s'est barré, qui est en vrac, que tu sais pas où il est. Et en fait, on avait fait le calcul avec un pote. Il y a en gros 32 étapes entre le moment où tu fais ta première opération et la toute dernière pour arriver au positif. Du coup, ça fait 32 fois où tu peux faire des erreurs qui font que tu n'auras pas de photo à la fin. Bon, après, c'est que 1 sur 32, donc ça va. Voilà, donc faut être un peu concentré tout en parlant aux gens. Après, quand tu dis 32 étapes, il y a les 32 étapes, à part ouvrir la boîte au mauvais moment, elles sont pas non plus catastrophiques, si? Si, parce que tu peux mettre ton papier à l'envers, donc l'émulsion pas du bon côté, donc là ça arrive pas. Le faire tomber dans le fixateur en premier et du coup là c'est mort. Mettre tes doigts plein de fixateur dessus, ça fait des traces, ça fait des empreintes digitales. Ça peut être aussi la pire de la pire, c'est laisser ton objectif ouvert quand tu vas ouvrir ta boîte à papier, parce que là ça te voile quelques feuilles et tu pleures. Parce que elles ont vu la lumière au moins sur le côté, et après ça te fait un beau voile. Alors ça peut faire un effet, mais suivant le voile, suivant ta boîte, suivant où ils sont rangés, ça peut te niquer un paquet complet. Donc moi du coup je fais plus que des petits paquets de 10 ou 15 feuilles, comme ça si je fais la connerie, je perds pas une boîte de 100 feuilles. Ouch. Et d'ailleurs tu peux perdre donc des feuilles, mais donc il y a le révélateur, le fixateur, les feuilles, donc tout ça a un coût, et par photo tu dirais que ça te coûte combien? Les 10 par 15, ça doit revenir en gros à juste le papier, pour une feuille, c'est dans les 26 ou 27 centimes, puisque c'est en gros 26 ou 27 euros la boîte de 100. Et après, les révélateurs, tu t'en utilises pas trop, mais après c'est plus par séance que par photo.
Donc, globalement, ça revient pas très cher quand même. Donc ce serait à peu près de l'ordre de l'euro pour la photo. Ouais, je pense, en coût de revient. Après, il faut quand même fabriquer la boîte. Donc, alors, du bois, il faut avoir un trépied très costaud, parce que la boîte fait quand même bien 4-5 kilos minimum. Faut le voile, faut l'optique, et puis, il y a tout le temps de fabrication. Alors, il y en a qui en fabriquent et qui les vendent, je crois, dans les 400 € sans optique. Donc après, les optiques, on doit pouvoir trouver dans de 30 à 50 € les basiques. Et si on veut une optique de chambre, c'est plus dans les 200. Ok. Et c'était quoi ta meilleure expérience en faisant ces photos? Alors, j'en ai fait beaucoup pour les rencontres photos du Trièvre. Et il y a des fois où j'ai posé la boîte, j'ai dû commencer à 9h et j'ai arrêté à 15h sans faire de pause. Il y avait tout le temps du monde, plein de gens intéressés. Et il y a des gens qui faisaient la queue du coup pour venir? Ouais, il y a toujours des gens qui font la queue. Alors après, il y a des impatients qui comprennent pas que ils sont troisième et ils doivent attendre 45 minutes. Ouais, mais voilà. Du coup, ça fait partie du jeu et puis ça trie aussi, quoi, les gens qui... Parce qu'en plus, quand je fais ça dans le compte des rencontres photos, c'est gratuit pour eux. D'accord. Et souvent, quand c'est gratuit, les gens sont plus chiants d'ailleurs. Et après, il y en a des fois qui veulent donner de l'argent et tout, donc qui ont donné pour la sauce, quoi, des rencontres. Ouais. Souvent, les gens qui font ça aussi font à prix libre. Et ouais, donc ils mettent une petite boîte et les gens donnent un petit billet pour la photo. Et voilà. Mais est-ce que t'as fait d'autres endroits aussi. Oui, quand j'avais fait une expo en 2013, c'est de l'article que tu m'as ressorti. Oui. C'était un tout petit village. En fait, l'expo, c'était dans une chapelle et du coup, j'avais installé ma boîte juste à l'entrée du jardin de la chapelle et en fait, plein de gens qui se sont arrêtés. Alors, il n'y a jamais eu une foule de 50 personnes à la fois, mais toute la journée, il y avait bien 5-6 personnes toujours autour qui venaient. Et même des gens qui passaient en voiture, qui ralentissaient, qui regardaient sur le côté, qui ont fait demi-tour et qui se sont garés et qui sont venus voir par curiosité, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que les gens qui posent pour ça, ils sont volontaires, quoi. Dire, Ouais. c'est pas des photos volées dans la rue ou quoi. Et en général, on n'a pas trop besoin d'aller les chercher. Ou alors il faut aller chercher le premier parce que les gens savent pas trop. Et du coup, quand t'en as un qui est pris en photo et que tu lui montres la photo, les autres viennent voir, ils jettent un œil, ils regardent par-dessus l'épaule. Ah ouais, c'est cool, tiens, du coup, tu m'en fais une. Et, voilà. Et après, c'est parti pour la journée. Et est-ce que tu l'as ressorti depuis 2013 donc quasiment chaque année, ouais, pour les rencontres photos, pour des fois d'autres assos, mais sinon j'en ai jamais vraiment fait tout seul comme ça dans la rue. Je sais qu'il y en a qui en font. Et ce qui est cool, c'est que quand moi j'ai commencé, donc en 2011 ou 12, quand j'avais vu ce reportage là, de ceux qui en parlaient en tout cas sur internet, on devait être 6 en France à peu près. Il y a un mec qui en faisait beaucoup et qui essayait de recenser les pratiquants. Et maintenant, on est plutôt dans les 150 ou 200, je pense. Et de gens qui en parlent. Hein. Donc c'est sûrement des gens qui en font comme ça, qui sont pas sur les réseaux et tout ça. Et du coup, il y a des groupes d'entraide, il y a des gens qui en fabriquent, et du coup, je trouve que c'est assez sympa. Pour démocratiser, essayer des nouvelles choses. Et est-ce que c'était ça que j'ai vu dans les crowdfunding où ils parlent d'appareils en plus ou moins en bois mais très léger, ou c'est plutôt une chambre qui... je pense que c'était peut-être plutôt une chambre. Ah, ok. J'arrive plus à retrouver où je l'ai vu, mais parce que ça devait être aussi dans les mêmes prix que tu as annoncé, dans les 400 €. Un truc très compact où tu pouvais Un truc qui se plie complètement. Ouais, c'est ça. C'était une chambre alors, parce que ça, c'est dur à compacter, quoi. Et après, j'ai vu, il y a des mecs qui en font, qui sont au Brésil, au Sénégal, qui font des plus petites, un peu de voyage et tout. Il
et un mec vers Nantes qui fait des trucs vachement sympas, qui fait plein d'expérimentations. Il y en a plein. Et puis en général, ça quand tu as construit toi-même, tu t'arrêtes rarement à la première, quoi. La première, je l'ai modifiée 4 ou 5 fois. Et après, la structure même me permettait pas de faire ce que je voulais, donc j'en ai reconstruit une deuxième. La première, j'ai mis beaucoup de temps. La deuxième, j'ai dû la construire en 3 jours, quoi, tout compris, en faisant le dépoli, etc. Et en fait, t'as toujours envie d'en faire d'autres et d'améliorer. Et voilà, en fait, c'est à l'usage. Et du coup, je trouve que c'est cool aussi quand tu fabriques ton propre appareil, parce qu'au moins tu peux upgrade comme tu veux. Alors que ton argentique, ton numérique, pardon, tu peux pas faire grand chose. Oh, tu peux enlever le filtre infrarouge. Ouais, voilà, après tu peux tenter des trucs, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, la T-Box, est-ce que tu peux faire autre chose que du portrait? Autre chose que du portrait, par exemple du paysage ou autre, ou est-ce que ça n'a pas trop d'intérêt, tu penses? C'est un appareil photo, donc après si tu changes... moi, du coup, l'optique, c'est un 150 mm pour du 10/15, donc c'est à peu près la focale normale. C'est comme si on utilisait un 50, en gros, sur un plein format. Donc après, si tu veux, tu peux faire du paysage avec, tu peux mettre un grand angle, tu peux mettre un télé. Alors après, sachant que c'est la distance entre le papier et l'objectif est égale à la focale. C'est-à-dire si tu as un grand angle, donc un grand angle en grand format, c'est 90 mm quand même. Ça veut dire que tu as, entre ton papier et ton négatif, tu as 9 cm. Donc ça passe. Par contre, si tu commences à mettre un 300, c'est-à-dire qu'il te faut quand même 30 cm entre le négatif et le papier. Et là, en général, tu commences à taper dans les cuvettes à l'arrière. Ah oui. Pour une mise au point. Du coup, il faut un long truc. Bon, après, le paysage, tu dirais que tu vas être au grand angle parce que avec le téléobjectif, tu vas commencer à avoir des vibrations, etc. Donc peut-être le grand angle serait plus adapté. Après, comme c'est sur trépied avec un déclencheur souple, ça bouge pas. Parce que c'est pareil, moi, les poses, comme le papier fait entre 3 et 6 ISO, ou ASA, qu'on ferme à 11, à peu près. Moi, je ferme entre 11 et 16 pour avoir quand même un peu de profondeur de champ, parce que sinon, il faut vraiment que les gens soient empaillés, quoi. Donc on a des temps de pause de facile 2 secondes. En général, on se met aussi à l'ombre pour pas avoir des ombres dégueulasses sous les yeux, sous le nez et compagnie. Comme c'est déjà très contrasté. Donc de toute façon, le truc est fait pour être très stable, donc même si tu avais un 300, voilà. Le problème, c'est que c'est quand tu passes du négatif au positif, tu es en reproduction, et du coup, tu doubles la distance de mise au point. C'est-à-dire qu'avec mon 150, quand je fais le positif, je suis à 300 entre mon papier et mon objectif. Et là, en général, je suis contre mes cuvettes, quoi. Ou alors, il faudrait que la boîte soit plus haute et que le support du papier passe au-dessus des cuvettes, mais c'est risqué de faire tomber dedans et compagnie. Ok. Donc ouais, c'est quand même plutôt fait pour du portrait. Mais après, on peut s'amuser à mettre un grand angle pour faire des familles et tout ça. Après, tu vois, aussi dans les améliorations, c'est que la première, je pouvais faire qu'en vertical. Donc quand tu avais une famille de 4, c'est compliqué, parce qu'il faut avoir tout le monde sur le même plan pour la netteté. Donc les parents, ils avancent la tête, les gamins, ils se mettent un peu en arrière, pour avoir un peu tout le monde sur le même plan, mais c'est compliqué. Et du coup, sur la deuxième, j'ai fait en sorte de pouvoir passer à l'horizontale, qui permet de faire des petits groupes plus facilement. Ouais, c'est sûr que si tu fais une rotation de la T-Box comme ça, à 90 degrés, ça marche pas. Ça risque de tout se renverser. Voilà, ça c'est les plans de Florian Sautier, qui serait capable de faire d'ailleurs. Je
suis sûr que ça marcherait bien. Sinon, dans les belles expériences, j'avais fait tout un groupe de jeunes, il devait être une trentaine. Ça, c'était plus compliqué, donc là j'étais assez loin d'eux. Et en plus, c'était tout en vertical à l'époque. Et sinon, un centenaire. Et ça, c'était chouette, avec sa fille. Donc, qui était toute contente d'avoir une photo unique comme ça. Et il y a quelqu'un aussi, c'est dans le cadre des rencontres photos, toujours, que j'ai revu l'an dernier. C'est un Hollandais qui avait adoré la première photo que j'avais fait de lui l'année d'avant. Et il m'a revu, il est venu, super sympa, on a vachement discuté, et il est retourné dans son camping-car, il me fait « Ah bah ça, c'est la photo que tu m'as fait l'an dernier, bah tiens, mais depuis ce jour-là, je l'ai mis dans mon camping-car, elle a pas bougé, tu vois, je la ressors qu'aujourd'hui, et du coup, j'ai bien que tu m'en fasses une deuxième. » Et ben allez, on t'a fait une deuxième. Et ouais, ça c'est chouette, parce que il dit que les photos, au moins, sont chez les gens, quelque part, dans le camping-car, sur le frigo, ou dans une boîte, quoi, mais qu'au moins, c'est une expérience qui les a marqués, et puis c'est autant pour le moment que la photo en elle-même, quoi. Je pense que c'est un tout. Alors que bon, si tu faisais une photo comme ça en numérique, enfin voilà, juste un portrait et que t'imprimes, je pense que c'est pas pareil, quoi. T'as pas le même vécu. Puis là, ils l'ont attendu quand même leur photo, donc il y a un truc en plus. Ouais, ils en ont plus participé, ils ont vu comment c'est fabriqué. En plus, qu'ils viennent te retrouver, c'est quand même impressionnant. Ouais. Parce qu'en fait, oui, lui, il vient à ce camping-là chaque année. Mais quand il m'a vu, tout de suite, il est venu, il a discuté et tout. Et, ouais. Et est-ce que le centenaire, il t'a parlé un peu de l'argentique de son époque ou pas du tout? Non, pas trop, parce qu'il était quand même bien fatigué déjà. Ouais. Mais sa fille en avait fait pas mal. Et en plus, je crois qu'il avait été assistant d'un photographe quand il était jeune. Mais voilà, enfin des fois, il y a des trucs sympas à faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est les enfants. Ils sont bien intéressés. Ils sont curieux. Ouais, ils ont jamais vu ça, et du coup, voilà. Petite pause, il y a le chat qui gueule à la fenêtre. Ok. Eh bien, oui. Voilà. On se fait déranger par un chat. Je sais pas si tu entends, mais sur le micro. Ah oui, j'entends. S'il y a une fourrure sur le micro, c'est demander quel était ce petit animal mort qui prend du sang. Voilà. Du coup, après cette interlude de chat, on va se retrouver pour le deuxième épisode si le premier sort déjà. Ce serait bien s'il y a encore des gens qui sont là. C'est cool. Si encore... C'est cool, merci. Et dans le deuxième épisode, je vous raconte tout sur les pratiques obscures de Florian Sautier. Restez connectés. Donc, déjà, comment on te retrouve, toi? Je suis là. C'est l'instant pub. Et voilà, je suis là. Du coup, il faut me parler. Si on veut me parler. Ok. Du coup, vous pouvez retrouver son site internet tiblarcher.com. Si je dis pas de bêtises. Ça commence bien, c'est pas du tout ça. tib-photo.com. Oui, sinon vous tapez sur Google Tib Larcher. Larcher comme un archer, mais avec un L apostrophe. Si c'est pour faire de la pub comme ça, je suis pas sûr que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir son site internet. Et on se retrouve pour un deuxième épisode. Bisous.